À l'aube du 6 juin 1944, la Normandie devint un théâtre d'horreur et d'ambition. Alors que les bateaux traversaient l'eau salée, l'opération Overlord, la plus grande invasion maritime de l'histoire, se préparait à déchaîner un massacre. Plus de 160 000 soldats avaient été mobilisés ce jour-là, mais ce qui fut déployé était une ruse élaborée qui amena les nazis à attendre l'attaque à Calais, loin des véritables plages de débarquement. Les premiers instants du jour J furent chaotiques. D'une certaine manière, les troupes alliées faisaient face à une résistance allemande féroce, de Omaha à Sword. À Omaha, la mer se teinta de rouge avec le sang de plus de 3000 soldats américains en une seule journée. Malgré les pertes, les Alliés réussirent à établir une tête de pont qui marquerait le début de la fin du Troisième Reich. Cependant, cette victoire ne vint pas sans un prix dévastateur, plus de 10 000 pertes alliées et entre 4 000 et 9 000 Allemands tombés au combat. La brutalité ne s'arrêta pas sur le champ de bataille. Plusieurs prisonniers allemands, souvent de jeunes hommes à peine sortis de l'adolescence, furent victimes de représailles cruelles. Les exécutions sommaires devinrent une pratique parmi les soldats alliés, qui, accablés par la souffrance européenne, cherchaient à se venger de ces années d'oppression. La guerre avait transformé ces hommes en monstres. La ligne entre bons et méchants s'estompait dans la brume du conflit. Les civils français jouèrent également leur rôle dans ce théâtre macabre. Les rues se transformèrent en scène de lynchage public contre les collaborateurs, tandis que les soldats allemands piégés savaient que leur destin était scellé. Il n'y aurait pas de clémence. À mesure que les troupes alliées avançaient vers Paris, la libération ne fut qu'un apogée temporaire dans un récit rempli de souffrances et de sacrifices. Le jour J ne fut pas seulement un jalon militaire, il fut un rappel glaçant que tant les Alliés que l'Axe étaient entachés de crimes de guerre. L'histoire ne se souvient pas seulement des héros, elle garde aussi le silence sur ces innocents dont la vie fut arrachée au nom d'une victoire qui ne pourrait jamais effacer l'horreur du conflit. Exécution sans procès, l'ombre de la guerre après le débarquement. Les premiers jours de juin 1944 apportaient une atmosphère lourde, chargée de désespoir et de vengeance. Les hommes de la 7e armée, fatigués et vieillis par des années de bataille, regardaient l'horizon avec leurs fusils rouillés, tandis que les Alliés débarquaient sur les plages de Normandie. Ces soldats du Reich, pour la plupart enrôlés de force, venaient de terres lointaines comme le Turkestan et la Mongolie, traînant la fureur d'un empire qui ne leur appartenait pas. Les Alliés, quant à eux, semblaient venir imposer la justice à chaque pas qu'ils faisaient. Et bien que leur traitement des prisonniers allemands respectât généralement le droit international, il y avait des silences entre les coups de feu. Ce jour-là, la marée humaine avançait sans relâche, poussée par la promesse de libérer une Europe opprimée. Mais avec cette promesse est aussi venue l'horreur, celle qui enveloppe les décisions d'hommes forgés par la haine, la peur et la brutalité de la guerre. Un exemple des massacres fut la bataille de Juno Beach, qui eut lieu le premier jour de l'opération. Les barges de débarquement, battues par des vagues implacables, peinaient à maintenir leur cap. Les soldats, tremblants mais déterminés, observaient la côte fortifiée, où la 716e division d'infanterie allemande attendait avec une patience mortelle, protégée par des bunkers et des mines cachées sous le sable mouillé. À 7h35, les premières troupes canadiennes touchèrent la plage. Malgré le pilonnage préalable de l'artillerie et les bombardements aériens, les défenses allemandes se montraient implacables. Les chars Sherman, luttant pour rester à flot dans la mer agitée, atteignirent finalement la terre, brisant les lignes ennemies et ouvrant la voie aux troupes, bien qu'à un prix trop élevé. Les pertes canadiennes commencèrent à s'amonceler. Des corps sans vie flottaient parmi les vagues, mêlés aux débris métalliques des défenses détruites. Les Allemands, bien qu'entranchés et protégés, ne purent résister à l'assaut allié bien longtemps. La plage, qui avait été leur bastion, devint leur ruine. Le sable se teinta de rouge et, à la tombée de la nuit, les forces d'Hitler savaient déjà que quelque chose s'était irrémédiablement brisé à Juno Beach. En quelques heures, environ 1200 Allemands tombèrent dans cette bataille. Mais les exécutions de prisonniers allemands n'étaient pas une décision prise calmement. En réalité, la plupart du temps, elles étaient des actes impulsifs, dictés par les circonstances du tumulte de la bataille. Les soldats alliés, en particulier les Canadiens, furent pointés du doigt pour ces actes tout au long du débarquement.
Plus d'une fois, après la reddition de soldats allemands, au lieu d'être faits prisonniers, ils se retrouvaient face au canon d'un pistolet. L'idée était simple. Ces hommes, qui levaient maintenant les mains en signe de reddition, avaient quelques heures auparavant tiré sur les Alliés. Qui assurait qu'ils ne le feraient pas à nouveau si on leur donnait l'occasion? Nous ne pouvions pas nous permettre d'être compatissants, se souvenaient les vétérans qui, des années plus tard, évoquaient ces jours. Certains le justifiaient comme un acte de prévention, d'autres comme une réponse aux atrocités précédentes commises par les Allemands, en particulier par la redoutable division SS Panzer. Pour beaucoup, la seule manière d'éviter que ces soldats ne retournent au front était de leur ôter la vie sur place. Un exemple clair de ces actions fut ce qui se passa dans la forêt de Saint-Lambert en août 1944. Là, les forces canadiennes réussirent à capturer un nombre considérable de soldats allemands après des combats acharnés. On raconte qu'au milieu de la confusion et de la fatigue de la bataille, certains de ces prisonniers furent exécutés. Un incident impliqua un char canadien qui, par erreur ou peut-être par désespoir, tira sur un groupe de prisonniers qui avaient été capturés seulement quelques minutes auparavant. La scène était brutale, des corps éparpillés parmi les arbres, le sol imprégné de sang et de poudre. La vérité est que le chaos ne distinguait pas les camps. Il était simplement présent. Bien que les troupes alliées et les Allemands aient commis des exécutions, la résistance française ne restait pas en reste. Dans leur lutte pour libérer leurs terres de l'oppression nazie, les maquis, comme on les appelait, prenèrent la justice entre leurs propres mains. Il n'était pas rare d'entendre parler de soldats allemands capturés par la résistance pour être exécutés ensuite, sans procès ni interrogatoire préalable. L'un des événements les plus connus liés à la résistance fut l'incident avec les près de 50 nazis capturés à Tulle. Le dilemme était clair. Garder ces hommes en vie était une tâche impossible. Il n'y avait ni ressources ni sécurité pour garantir qu'ils ne s'échapperaient pas. Les ordres furent rapides et précis. Tous devaient être exécutés. Les soldats allemands furent contraints de creuser leur propre tombe avant d'être fusillés. Les visages des combattants français, endurcis par des années de lutte, ne pouvaient dissimuler le mélange de haine et de tristesse qu'ils ressentaient en appuyant sur la gâchette. L'événement eut finalement lieu le 12 juin. Bien sûr, chaque camp avait ses propres justifications. La vengeance pour les atrocités subies était un argument récurrent. La logique selon laquelle un soldat allemand libéré retournerait au front pour tuer d'autres alliés était une autre justification largement utilisée. Mais derrière chaque exécution, il y avait quelque chose de plus profond, le désir de contrôler un environnement qui échappait complètement à tout exercice de raison. Dans un endroit où la mort guettait à chaque pas, tuer un prisonnier pouvait sembler, ironiquement, une façon de garantir sa propre survie. Beaucoup des soldats qui participèrent aux exécutions portèrent ce poids pour le reste de leur vie. Un vétéran canadien, lors d'une interview des années plus tard, racontait comment, après avoir tiré sur un prisonnier allemand, une pensée fugace lui traversa l'esprit. Quelle est la différence entre eux et moi maintenant? Certains parlaient de la peur et de la confusion qu'ils ressentaient sur le champ de bataille, où les décisions devaient être prises en une fraction de seconde. Nous ne pouvions pas nous permettre de douter, car douter pouvait nous coûter la vie, affirmait l'un d'eux. D'autres, cependant, exprimaient des regrets, reconnaissant que, malgré la brutalité de la guerre, tuer un ennemi désarmé restait un acte qui tourmentait leur conscience. La morale en temps de guerre semble se diluer, étouffée par le bruit assourdissant des explosions et des cris. Les prisonniers allemands, ceux qui levaient les mains en signe de reddition, n'étaient souvent pas perçus comme des hommes, mais comme des ennemis, des pièces sur un échiquier mortel. Et bien que beaucoup d'entre eux aient été traités conformément aux lois de la guerre, la compassion était un luxe que peu pouvaient se permettre. Vengeance dans le sable, le côté sombre du débarquement en Normandie. Sans aucun doute, ce que beaucoup n'imaginaient pas à propos du débarquement en Normandie, c'est que la bataille pour la liberté apporterait avec elle un sombre chapitre de violence et de vengeance, où justice et représailles se mêlaient de manière macabre. Les premiers débarquements, surtout à Omaha, furent un chaos. Au loin, les vagues se brisaient, mais rien ne pouvait préparer les soldats à ce qui allait arriver. Les forces américaines avançaient, convaincus que les bombardements alliés avaient rempli leur mission. Cependant, la fumée n'avait pas réussi à dissimuler la cruelle vérité. La 352e division d'infanterie allemande attendait intacte,
les mitrailleuses prêtes, les canons en position et avec la confiance de ceux qui savent qu'ils ont l'avantage. La mer, dans sa trahison silencieuse, dévia les barges de débarquement. Le plan, si méticuleusement élaboré pour cet endroit, commença à s'effondrer avant même que les soldats ne posent un pied à terre. Les forts courants les jetèrent directement vers les secteurs les plus dangereux, ceux qui, en théorie, auraient déjà dû être anéantis. Mais les bombardements, aussi précis qu'une promesse brisée, avaient échoué, laissant les positions allemandes aussi solides qu'elles l'avaient été jusqu'alors. Les premières vagues de soldats, encore accrochés à l'espoir d'une avancée rapide, se retrouvèrent immédiatement en enfer. En quelques minutes, 90% des hommes furent abattus, sans avoir le temps de s'organiser, sans même avoir le temps de réaliser l'horreur qui se déchaînait autour d'eux. Les officiers tombaient les uns après les autres, et le commandement se désintégrait comme du sable entre les doigts. Pendant que les ingénieurs luttaient pour dégager les obstacles et ouvrir un passage entre les mines et les barbelés, la plage devenait un piège mortel. Le chaos était absolu, l'organisation un rêve lointain. Les soldats alliés couraient vers la plage, trébuchant sur les corps de leurs camarades tombés. Au milieu du carnage, les ordres officiels concernant le traitement des prisonniers semblaient se diluer dans l'écho des détonations. La mission était claire, vaincre l'ennemi. Mais comment gérer la colère contenue de centaines d'hommes qui avaient été témoins d'horreurs indicibles? Les crimes de guerre commis par les forces allemandes étaient encore frais dans les mémoires. Ils étaient là, il suffisait de gratter un peu. Et pour de nombreux soldats, l'idée de capturer et de traiter humainement les ennemis ne semblait pas correspondre à la dure réalité. En fait, quelques mois plus tard, l'un des événements les plus marquants eut lieu après le massacre de Malmedy. 84 soldats américains capturés par des troupes allemandes furent alignés et exécutés de sang-froid. Bien que survenu après le jour J, cet événement était le reflet de ce qui se passait lorsqu'un des camps prenait le contrôle. Ils étaient souvent impitoyables. Certains hauts commandants non officiels commencèrent à faire circuler des ordres qui, bien que non écrits, étaient implicites. On ne prendrait pas de prisonniers, surtout s'ils appartenaient à la redoutable SS. Ce simple mandat, transmis par des murmures et des gestes sévères, allait transformer les plages de Normandie en théâtre de représailles brutales. Un jour, un groupe de soldats américains captura plusieurs dizaines de soldats allemands. Ces derniers, tremblants et les mains en l'air, furent contraints de creuser leur propre tombe sous le regard attentif des fusils. Le silence régnait, interrompu uniquement par le bruit des pelles frappant la terre. Personne ne parlait, personne ne suppliait. C'était comme si le destin de ces hommes était scellé dès l'instant où ils avaient levé les mains en signe de reddition. Quelques minutes plus tard, les balles achevèrent le travail macabre. L'effondrement des lignes morales ne s'arrêta pas là. À mesure que les troupes alliées avançaient dans la région, les récits d'exécutions sommaires augmentaient. Le 1er janvier 1945, des membres de la 11e division blindée des États-Unis exécutèrent 80 soldats allemands dans le village de Chenogne. Le froid de l'hiver recouvrait la Seine, et les ombres des corps tombés s'allongeaient sous la lumière faible de l'aube. C'était un reflet fidèle du fait que la guerre ne déshumanisait pas seulement l'ennemi, mais aussi les vainqueurs. Au milieu de ce chaos, qui ne représente pas tout ce qui s'est passé avec les soldats allemands capturés par l'armée alliée à cette époque, des questions inconfortables surgissaient. Où était la ligne qui séparait la justice de la vengeance? Quelle différence y avait-il entre les atrocités commises par les nazis et les représailles menées par les Alliés? La réponse était floue, perdue dans la brume de Normandie. Avant tout, elle n'était pas facile à formuler. Les officiers les plus hauts tentaient de garder le contrôle, bien qu'ils sachent que la situation échappait souvent à leur emprise. Les procès de guerre ultérieurs se concentreraient sur la punition des criminels nazis, mais les actes des soldats alliés seraient rarement abordés avec la même fermeté. Dans une guerre totale, où le bien et le mal semblaient clairs en surface et où l'objectif central était l'élimination de l'adversaire, les eaux profondes étaient pleines de contradictions. À mesure que les semaines passaient, la guerre continuait son cours, implacable et aveugle. Sur une colline proche de Caen, un soldat canadien observait à travers ses jumelles. Il avait été témoin de l'exécution de plus de 100 de ses compatriotes par les forces de la 12e division SS Panzer. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les visages de ses amis défigurés par les balles, et entendre les cris étouffés dans le sang n'était pas une tâche facile.
Alors, lorsqu'ils capturèrent un petit groupe de soldats allemands, il n'hésita pas une seconde. Il pointa son arme sans dire un mot et tira. Le sang coulait à nouveau, cherchant son chemin au milieu du théâtre des opérations, mais cette fois, il n'y avait pas de satisfaction, seulement un vide interminable. La guerre continuait, impitoyable, tandis que les soldats, les civils et les prisonniers restaient pris dans son tourbillon impitoyable. Les hauts commandants alliés, silence et complicité face aux crimes de guerre. La journée avait commencé tôt sur les plages de Normandie. La brume, presque fantomatique, glissait sur la côte tandis que les soldats alliés descendèrent des barges, prêts à affronter un ennemi impitoyable. Dans un tel panorama, le moral de nombreux soldats dépendait de leur capacité à déshumaniser l'ennemi, transformant les soldats allemands en de vulgaires bêtes qu'il fallait abattre sans hésitation. Les yeux d'une jeune recrue distinguaient à peine les silhouettes qui bougeaient devant lui, et lorsqu'il se retrouva enfin face à un soldat allemand levant les mains en signe de reddition, il n'y eut aucun espace pour la pitié. L'ordre non écrit circulait parmi les soldats. Si on capturait un Allemand, il devenait un problème logistique. Un problème que personne n'était prêt à gérer en pleine ligne de feu. Cela peut sembler cruel, mais souvent il n'y avait ni le temps ni la volonté de s'encombrer de prisonniers. Dans cet environnement, dans les cas où cela arrivait, les exécutions de soldats allemands devinrent une réponse instinctive, née de la haine accumulée et de la brutalité de la guerre. Dans un coin du champ de bataille, loin des regards de la presse, les lois de la guerre se diluaient parfois comme le sang dans la boue. Dwight David Eisenhower, depuis son quartier général, n'était pas nécessairement au courant de tout ce qui se passait sur le champ de bataille. Cependant, les priorités étaient claires. L'objectif était de gagner du terrain, de briser les défenses allemandes à tout prix, avant qu'elles ne puissent se regrouper. La question éthique était bien présente, mais il n'était pas toujours possible de la maintenir en avançant. Peut-être Eisenhower savait-il que s'attarder sur des sujets scabreux pourrait démoraliser ses troupes, saper la bonne image de l'armée alliée et, pire encore, ralentir l'offensive. Le succès de cette opération dépend de la conduite de chaque homme. Il l'avait dit une fois, confiant. Mais la réalité de la guerre était plus cruelle. Pendant ce temps, George Smith Patton, ce général connu pour son caractère impétueux et sa main de fer, n'avait pas de temps pour l'indulgence. Bien qu'il ne l'ait jamais dit explicitement, son mantra résonnait parmi les rangs. « Je ne tolérerai aucun soldat qui ne combat pas. » Sous ce parapluie de férocité, de nombreux soldats trouvaient une justification pour prendre des décisions dans la chaleur du combat qui, dans d'autres circonstances, auraient été impensables. Et puis il y avait Bernard Law Montgomery, le sagace général britannique, qui observait la scène avec un calcul froid. Pour lui, tout se résumait à une seule chose, gagner. La seule chose qui compte, c'est de gagner, répétait-il encore et encore sans hésiter. Cette déclaration, dépourvue de tout ton éthique mais débordante d'engagement et de détermination, résumait la mentalité avec laquelle les hauts commandants abordaient les rapports sur les exécutions. Il valait mieux ne pas trop remuer la boue, laisser les soldats faire ce qu'ils jugeaient nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Dans les tranchées, la justification des actions brutales trouvait son fondement dans les actes de l'ennemi. Les Allemands n'étaient pas perçus comme de simples soldats. Ils étaient les responsables des atrocités en Europe, les bourreaux de millions de personnes. L'humanité des soldats allemands disparaissait aux yeux des Alliés, se transformant en ennemis abstraits méritant le pire des sorts. Et lorsque la confusion du combat le permettait, tirer sur un prisonnier allemand était pour beaucoup une vengeance pour les crimes que le régime qu'ils défendaient avec leurs armes avait perpétrés. Dans les semaines suivant le débarquement, les rumeurs d'exécution de soldats allemands par la résistance se propagèrent comme un incendie sur un champ sec. Dans de petits villages, éloignés des projecteurs, les exécutions se déroulaient avec une combinaison de fureur et de soulagement. C'était une justice sauvage, dépourvue de formalités. Les soldats alliés, venus en France en tant que libérateurs, se trouvaient plongés dans un tourbillon de violence qui ne distinguait pas toujours entre ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Malgré tous les récits actuels, les lignes séparant les héros des méchants s'effaçaient et les actes de cruauté étaient enterrés sous le drapeau de la victoire. Cependant, l'histoire s'écrit chaque jour. Les échos de ces jours sanglants en Normandie ont persisté pendant des années, même lorsque les Alliés sont rentrés victorieux.
Les procès de Nuremberg, qui eurent lieu à la fin de la guerre, apportèrent une amère ironie. Tandis que les dirigeants nazis étaient jugés pour crimes de guerre, les Alliés eux-mêmes portaient leurs propres secrets. Les exécutions de prisonniers allemands et les crimes commis dans la chaleur du combat restaient enfouis sous des couches d'héroïsme et de récits officiels. Mais l'histoire, comme le vent soufflant sur les plages de Normandie, refuse de se taire. Des décennies plus tard, les rapports commencèrent à faire surface. Des témoignages de soldats qui ne purent porter le poids de ce qu'ils avaient fait ou vu. Des récits d'exécutions à froid, d'ordres non écrits, de regards complices qui s'évanouissaient comme la lune à l'aube. Les généraux qui avaient décidé de détourner le regard restèrent dans l'histoire comme les stratèges qui libérèrent l'Europe. Mais les ombres de ces actes interdits étaient toujours là, persistantes dans les souvenirs de ceux qui avaient été présents. Ce ne fut pas la fin de tous les nazis capturés lors de cette opération. Les hauts commandants, comme de nombreux soldats, étaient engagés à respecter les lois de la guerre. Cependant, il y eut toujours des exceptions honteuses. Mémoire historique et oubli délibéré. Les secrets du jour J. À peine avaient-ils touché terre, sur des plages dont les noms resteraient à jamais gravés dans l'histoire, Omaha, Utah, Juneau, Gold, Sword, que les bombes commençaient à tomber avec une précision implacable. Le bruit assourdissant des explosions et le sifflement incessant des balles peignaient un paysage de chaos qui semblait sans fin. Le récit de l'histoire, celui que nous connaissons tous, les glorifie comme des défenseurs de la liberté, luttant contre un mal absolu. Le nazisme, avec ses horreurs innombrables, leur avait donné la justification parfaite pour poursuivre la guerre. Mais, derrière le rideau de fumée, entre la gloire et l'héroïsme que l'on nous raconte, il y avait aussi des moments qui brouillaient cette image. Les traités internationaux de l'époque établissaient des normes claires en matière de guerre. Par exemple, la troisième convention de Genève de 1929 traçait avec précision comment les prisonniers de guerre devaient être traités, mais la réalité allait bientôt démontrer que le papier est plus fragile que les balles. Lorsque les premiers soldats commencèrent à tomber entre les mains de l'ennemi, l'accord semblait vaciller. Selon les normes, tout combattant tombé au combat devait être traité avec humanité, sans distinction de race, de religion ou de nationalité. Cependant, sur les champs de bataille, l'humanité semblait un mot aussi lointain que la paix elle-même. Les membres des milices et des mouvements de résistance organisés, qui selon les conventions jouissaient des mêmes protections que les soldats réguliers, découvraient que la ligne entre ce qui était permis et ce qui se faisait en réalité était aussi floue que le brouillard d'un matin de combat. Capturés, ils avaient l'honneur douteux d'être traduits en justice pour déterminer s'ils étaient des prisonniers de guerre ou simplement des ennemis sans droit. La Convention exigeait également que les blessés soient rapatriés si leurs blessures étaient graves. Mais en plein chaos, qui prenait le temps de regarder les cicatrices d'un soldat? Les trains chargés de corps poursuivaient leur route, tandis que les médecins, les mains liées par la guerre, pouvaient à peine différencier ceux qui devaient être renvoyés chez eux de ceux qui ne reviendraient jamais. Les représailles étaient interdites, ou du moins c'est ce que disait le traité. Cependant, lorsque les soldats étaient faits prisonniers, ils devenaient souvent des pions dans une guerre plus vaste, punis non pour leurs actes, mais simplement pour avoir porté le mauvais uniforme. Les Alliés, en débarquant, étaient conscients de ces normes et, dans la grande majorité des cas, ont tenté de s'y conformer. Les soldats allemands capturés étaient généralement traités conformément aux règles établies. On leur fournissait nourriture, eau et abri. Du moins, c'était la théorie. En pratique, l'histoire a été capricieuse dans certains cas. À Omaha, les pertes alliées étaient si élevées que le moral des troupes était au plus bas. Certains soldats américains, aveuglés par la haine et la douleur, se sont vengés. Les Allemands qui tentaient de se rendre n'étaient pas toujours considérés comme des prisonniers de guerre. Au lieu de cela, ils devenaient des cibles d'exécution sommaire. Cependant, ce qui est le plus troublant dans tout cela, c'est ce qui n'est pas mentionné. Les crimes de guerre commis par les Alliés n'occupent pas les premières pages des livres d'histoire. Les bombes alliées, celles qui étaient lancées avec l'intention de détruire les fortifications allemandes, n'atteignaient pas toujours leur cible. Les objectifs militaires partageaient souvent l'espace avec des églises, des écoles, des hôpitaux. Les civils, pris entre deux feux, subissaient la même malchance. La destruction était aveugle, mais elle était toujours justifiée sous le couvert des « dommages collatéraux », ce terme qui adoucit la mort
et la transforment en un effet inévitable de la guerre. Les rues des petits villages français, autrefois vibrantes et pleines de vie, se transformaient en cimetières improvisés. Les décombres se mêlaient aux corps de ceux qui n'avaient pas réussi à fuir à temps. Parmi les ruines, les survivants erraient, cherchant leurs proches, mais sans grand espoir de les retrouver vivants. Les célébrations de la victoire, ces scènes où les soldats alliés étaient acclamés et embrassés par des foules en liesse, cachaient la souffrance réelle de ceux qui restaient pour reconstruire ce que la guerre leur avait pris. Les normes du droit international stipulaient que les combattants devaient être traités avec dignité, mais que se passe-t-il lorsque la ligne entre combattants et civils devient floue? Les nazis, dans leur efficacité cruelle, avaient laissé des cicatrices indélébiles sur le continent, mais les Alliés, avec leur mission libératrice, avaient également taché leurs mains de sang. Les prisonniers allemands, ceux qui parvenaient à survivre au débarquement et à se rendre, faisaient souvent face à un destin incertain. Dans certains cas, les règles étaient respectées. Dans d'autres, les ressentiments accumulés par des années de conflit transformaient la reddition en une sentence de mort. Et pendant ce temps, les bombardements continuaient. Les grandes villes et les petits villages de Normandie, qui avaient survécu à l'occupation nazie, faisaient maintenant face à un nouveau type de siège. Les avions alliés, avec leurs cargaisons mortelles, ne faisaient pas toujours la distinction entre les cibles militaires et les civils. Les bombes tombaient là où elles pouvaient, et lorsque la poussière retombait, il ne restait que des décombres. Les images de la libération de l'Europe, celles que nous voyons souvent dans les films et documentaires, montrent la partie la plus glorieuse de l'histoire. Les sourires, les accolades, les drapeaux flottant au vent. Mais ces images ne racontent pas toute la vérité, seulement une partie. En fin de compte, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et, bien que les nazis soient restés les méchants, les héros de cette histoire n'étaient pas totalement innocents non plus. L'autre guerre, la résistance française entre honneur et rétribution. L'air en France était lourd, comme si l'atmosphère elle-même avait absorbé des années de souffrance. Depuis l'invasion nazie en 1940, les villages, les villes et les campagnes françaises avaient été témoins d'actes de résistance, de petites étincelles de rébellion qui commençaient à prendre plus d'ampleur. La chute de Paris avait été le coup qui fractura la fierté nationale, mais la véritable lutte ne faisait que commencer, cachée dans l'ombre, organisée dans la clandestinité. Juin 1944 fut un mois différent. Quelque chose avait changé. Les Allemands, qui s'étaient longtemps sentis maîtres de chaque recoin, commençaient à remarquer comment le contrôle leur échappait, comme de l'eau entre les doigts. Les plages de Normandie étaient témoins de l'arrivée massive des forces alliées, mais loin des plages, dans les collines et les vallées françaises, la résistance se mobilisait aussi. Ce mouvement, qui au début n'était qu'une mosaïque désorganisée de groupes avec des idéaux différents, trouva son unité avec le temps. Des maquis communistes aux gaullistes, tous partageaient un ennemi commun. Sabotage, opérations de renseignement, embuscades éclairs. Chaque acte était calculé pour affaiblir les Allemands et faciliter l'entrée des forces alliées. Pendant que l'élite allemande buvait du vin dans les anciens salons de Paris, sans le savoir, les informations parvenaient directement à Londres, grâce à des réseaux secrets qui s'étendaient partout en France comme des racines invisibles. Le matin du 6 juin, alors que les troupes alliées débarquèrent en Normandie, le télégraphe des résistants ne chômait pas. Les messages codés, transmis depuis de vieilles radios cachées dans les sous-sols de fermes, indiquaient au groupe de saboteurs qu'il était temps d'attaquer de toutes leurs forces. Dans une gare, quelques résistants, armés seulement de dynamite et de la volonté de libérer leur patrie, attendaient, le cœur battant, le moment exact où un train chargé de ravitaillement pour les Allemands passerait par la courbe la plus vulnérable des voies. En silence, ils posèrent les explosifs, puis disparurent dans les broussailles. Le grondement du train arriva, plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. Le fracas de l'explosion secoua l'air, et les wagons chargés de munitions explosèrent en morceaux. Les Allemands, déconcertés et furieux, se lancèrent à la recherche des coupables, mais les responsables n'étaient déjà plus là. Lorsque le premier soldat arriva sur les lieux, tout ce qui restait était un cratère fumant et la certitude que la France n'était plus sous leur contrôle. Dans une autre partie du pays, alors que les généraux nazis tentaient de regrouper leurs forces, un petit groupe de commandos britanniques descendait en parachute, avec pour mission de se joindre à la résistance. C'étaient des hommes formés au sabotage,
spécialiste pour plonger l'infrastructure allemande dans le chaos. Il s'infiltrait dans les usines, détruisait des dépôts de carburant et faisait exploser des ponts stratégiques. Il ne s'agissait pas de grandes batailles, ni de victoires en terrain découvert. C'était une guerre silencieuse, presque invisible, où chaque coup affaiblissait un peu plus la machine de guerre nazie. Mais la guerre contre les Allemands n'était pas la seule qui se déroulait sur le sol français. Avec l'arrivée des Alliés, la résistance commença à tourner son attention vers un autre ennemi, les collaborateurs. Ces Français qui avaient aidé les nazis, que ce soit par commodité, par peur ou par ambition, se retrouvaient maintenant au cœur de la tempête. Dans les petits villages, où tout le monde connaissait tout le monde, les rumeurs se transformaient en sentences. Les accusations de collaboration se propageaient comme un incendie incontrôlable. Il suffisait d'un mot, d'un geste suspect, pour condamner quelqu'un. Dans le village de Saint-Loup, le boulanger fut arraché de sa maison en pleine nuit. On disait qu'il avait vendu du pain aux Allemands, qu'il avait partagé un verre de vin avec eux. À présent, avec la libération si proche, il n'y avait plus de place pour la clémence. Ils l'ont traîné jusqu'à la place du village, où ses anciens voisins le regardaient avec des yeux remplis de fureur. Sans jugement formel, sans preuve claire, il fut exécuté là même, comme un symbole de la purification que beaucoup jugeaient nécessaire pour restaurer l'honneur de la France. Dans les montagnes, les maquis, ces résistants qui avaient vécu comme des bandits pendant des années, faisaient aussi leur règlement de compte. On savait que certains groupes ne cherchaient pas seulement les collaborateurs, mais réglaient également des comptes personnels sous le couvert de la justice de la résistance. Une famille entière fut éliminée sous l'accusation d'avoir dénoncé des membres du maquis aux Allemands. Cependant, au fond des rumeurs se cachait un vieux conflit de terre qui avait attisé les flammes de la rancœur. À mesure que les troupes alliées avançaient, les villes et villages de France célébraient la liberté, mais les ombres de la vengeance ne se dissipèrent pas. Les exécutions sommaires continuaient. Les hommes de la résistance, autrefois vus comme des héros, commençaient à assumer le rôle de bourreaux. Dans certains cas, la justice devenait un prétexte pour la violence indiscriminée. À Paris, alors que la capitale se libérait du joug allemand, le général Charles de Gaulle revenait comme le symbole d'une France qui ne s'était jamais rendue. Mais la capitale n'était qu'une partie de l'histoire. Dans les coins ruraux du pays, les cicatrices de l'occupation et les blessures de la trahison restaient ouvertes. Les exécutions de collaborateurs se prolongèrent pendant des semaines, voire des mois après le retrait allemand. Dans de nombreux endroits, les tombes furent creusées en secret, sous le regard indifférent de ceux qui voulaient oublier. Le général Eisenhower, dans son bureau, réfléchissait au rôle de la résistance dans la victoire alliée. Sans eux, écrivait-il dans ses mémoires, la libération de la France aurait coûté plus de sang, plus de temps. Cependant, il était indéniable que la guerre avait changé ceux qui l'avaient menée.